Bienvenue dans ce résumé. Le procès des stérilisés de Bordeaux, une révolte intime contre l'État et l'Église. Bordeaux, avril 1935. Dans le calme apparent d'une ville portuaire, un procès attire l'attention des autorités et de la presse nationale. 3 hommes comparaissent devant la justice. Leur crime ? Avoir pratiqué ou subi volontairement des stérilisations masculines. Une pratique encore totalement taboue, illégale et perçue comme scandaleuse. Au centre de l'affaire, un homme, Norbert Bartosek. Militant libertaire autrichien, passé par les milieux anarchistes européens, il s'est installé en France où il gagne sa vie modestement. Mais au-delà de ses activités professionnelles, il défend une idée radicale pour l'époque, que chacun doit pouvoir disposer librement de son corps et qu'aucun pouvoir, ni l'État ni l'Église, n'a le droit d'imposer la reproduction. Bartosek n'est pas un médecin. Pourtant, à la demande expresse de camarades de lutte, d'ouvriers, d'employés ou de petits commerçants, il pratique clandestinement une quinzaine de vasectomies. Ces hommes ne sont pas des marginaux égarés, ce sont des individus issus de la classe populaire, souvent proches du mouvement anarchiste, qui cherchent une solution efficace pour éviter des grossesses multiples. Leurs compagnes vivent dans la crainte des avortements clandestins, extrêmement dangereux et meurtriers. Dans une époque où la contraception féminine est inexistante et où la loi interdit toute information sur ce sujet, la vasectomie apparaît comme une alternative simple et définitive. Mais, au-delà de l'aspect médical, c'est un geste politique. Dans la France de l'entre-deux-guerres, la question démographique est centrale. La saignée de 14-18 a laissé des millions de morts et de blessés, et les élites politiques redoutent une nouvelle guerre face à l'Allemagne. L'idée dominante est claire, il faut repeupler le pays, faire des enfants pour fournir des soldats. Ne pas procréer devient alors une forme de résistance. Refuser d'avoir des enfants, c'est refuser de livrer sa descendance comme chair à canon. Les journaux s'emparent rapidement de l'affaire. L'intransigeant titre « Détraqués criminels, 3 libertaires bordelais prêchaient les bienfaits de la stérilisation ». Le Petit Bleu de Paris et le Figaro parlent de stérilisateurs et dénoncent une menace contre la société. Dans un climat marqué par la montée des idéologies autoritaires et par la peur du déclin démographique, l'affaire choque. Les accusés sont présentés comme des fous dangereux, presque des saboteurs de la nation. Pourtant, à la barre, Bartosek et ses compagnons ne se défendent pas en invoquant l'ignorance ou la maladresse. Ils revendiquent. Ils affirment avoir agi consciemment, par conviction. Ils expliquent que la maîtrise de la reproduction est une condition de liberté, que la société patriarcale impose trop souvent aux femmes les conséquences de grossesses non désirées, et que les hommes doivent prendre leur part. Ce discours est inédit, il choque autant qu'il fascine. Il ouvre brièvement une fenêtre de débat sur la contraception masculine, mais il est vite refermé. Bartosek est condamné. Le sujet disparaît des débats publics, relégué aux marges, considéré comme une provocation anarchiste sans avenir. Après le procès, Bartosek publie à Bruxelles, en 1936, un ouvrage intitulé « La stérilisation sexuelle, son importance eugénique, médicale, sociale », préfacé par le militant libertaire belge M. Dey. Dans ce texte, il développe une vision radicale. La vasectomie n'est pas seulement une opération médicale, c'est une arme politique, un outil d'émancipation individuelle et collective. Mais, dans la société française de l'époque, ce discours ne trouve pas d'écho. Les années 1930 sont dominées par la peur du déclin démographique et les partisans de la natalité prennent le dessus. Les guerres mondiales ont fait de l'enfant un bien national, presque une ressource stratégique. Dans ce contexte, l'idée d'une contraception masculine volontaire apparaît comme une hérésie. Et pourtant, près d'un siècle plus tard, ce procès oublié résonne étrangement avec nos débats contemporains. Depuis les années 1960 et 70, les femmes ont gagné le droit à la contraception et à l'avortement. Mais elles en portent encore presque toute la charge. La pilule, le stérilet, l'implant, autant de dispositifs féminins. L'homme, lui, se contente le plus souvent du préservatif. La vasectomie, pourtant simple et efficace, reste minoritaire en France malgré sa légalisation en 2001. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Représentation de la virilité, poids des tabous, inertie des mentalités. La vasectomie reste associée à une idée de mutilation, de perte de puissance, alors qu'elle n'affecte en rien la vie sexuelle. Elle continue d'être perçue comme un geste extrême, presque marginal. En revisitant le procès des stérilisés de Bordeaux, on redécouvre donc un moment d'histoire où des hommes avaient déjà posé la question. Pourquoi la contraception reposerait-elle uniquement sur les femmes ? Pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas prendre leur part de manière définitive et assumée ? Ce récit montre combien la liberté de disposer de son corps a toujours été un combat.
Dans les années 1930, elle s'exprimait déjà à travers des gestes clandestins, des revendications subversives, des procès retentissants. Aujourd'hui encore, ce combat n'est pas terminé. L'histoire des stérilisés de Bordeaux nous rappelle que ce qui paraît impensable à une époque peut devenir une évidence à une autre. Car derrière les murs du tribunal de Bordeaux en 1935, ce n'était pas seulement le destin de quelques militants libertaires qui se jouait, c'était une bataille symbolique, celle du droit de chacun à choisir sa vie, son corps et son avenir. Le procès des stérilisés de Bordeaux n'est pas seulement un épisode marginal de l'histoire de l'entre-deux-guerres. Il révèle la puissance des débats autour du corps, de la liberté individuelle et de la contraception, à une époque où ces sujets étaient totalement interdits. Norbert Barthosek et ses compagnons n'ont pas gagné leur combat, mais leurs gestes, jugés scandaleux en 1935, préfigurent des débats qui ne cesseront de traverser le XXe siècle et résonnent encore aujourd'hui. Car la question demeure, pourquoi la contraception reste-t-elle encore au XXIe siècle une responsabilité presque exclusivement féminine ? En revisitant ce procès oublié, nous découvrons qu'il y a près d'un siècle, des hommes avaient déjà tenté d'ouvrir une brèche. Leur histoire, longtemps enfouie, nous invite à repenser les équilibres, à briser les tabous et à rappeler que la liberté de disposer de son corps est un combat toujours en cours.